Bien, écoutez, je suis ravie d'être avec vous. Petit groupe, c'est très bien en effet pour parler de RSE. Comme Dominique vous l'a proposé, hein. Moi, je vous invite, si vous avez des questions au cours de cette présentation, directement à les mettre dans le chat de discussion pour qu'on puisse les relever et y répondre. Et pour y répondre surtout en fin de présentation, comme ça on garde un peu, on va dire, notre fil conducteur par rapport à la présentation. Allez, je vais vous partager bien sûr l'écran. Voilà, est-ce que vous pouvez juste me valider que tout est OK pour vous, Oui, c'est Dominique? bon. Allez, OK. On va donc en effet aujourd'hui traiter d'une thématique qui est de l'engagement RSE à la labellisation. Du coup, ça va nous permettre quand même de balayer, ce que je vais dire, l'ensemble des champs de la RSE, hein, compte tenu là aussi que parmi vous, certains sont plus avancés que d'autres. On repart aussi, je dirais, sur une partie de base pour aller jusqu'à l'obtention, hein, bien sûr, d'une reconnaissance au travers d'un label RSE. Très rapidement, hein, je vais faire passer très très vite. Logiquement, vous me reconnaissez, sauf que là, j'ai une veste bleue et aujourd'hui une veste verte. Hein, mais c'est mon côté coloré de sudiste. Hein. Donc, en effet, le cabinet Authentisme, on est vraiment spécialisé dans l'accompagnement à la qualification des entreprises et des équipes. Principalement, la qualification était au travers de démarches de progrès comme qualité tourisme ou ISO 9001. Et bien évidemment, la démarche de progrès qualité étant finalement aussi un des piliers de la RSE, il était tout naturel qu'on aille progressivement vers une reconnaissance. Donc, comme Dominique le disait, au travers voilà, du référencement aujourd'hui en tant que cabinet sur le label Lucie 26000, dont nous parlerons d'ailleurs aujourd'hui, qui est un des labels RSE vers lequel on peut vous encourager à aller sur la RSE, mais également la clé verte, ou bien évidemment, peut-être que d'autres d'entre vous le connaissent, ce qu'on appelle la norme ISO 20121, d'accord? Norme qui est plutôt pour l'événementiel durable, hein, et donc souvent sur les palais des congrès ou autres. Donc, comme je vous disais, en termes de présentation, donc aujourd'hui, on va dérouler en fait notre webinaire en 5 étapes. On va reposer le cadre quand même de la RSE, hein, afin de s'assurer que nous avons, je dirais, le même vocabulaire. On reviendra bien sûr sur une approche qui est quand même le cadre réglementaire de la RSE, bien comprendre aussi pourquoi aujourd'hui en 2023, on parle RSE, pourquoi autant d'entreprises vont vers la RSE, et puis je dirais aussi quelles étaient finalement les obligations que l'on pouvait ou que l'on a par rapport à la RSE. On parlera des principes de la RSE, hein, donc là typiquement on va parler aussi d'une forme, je dirais, de labellisation qui est la norme ISO 26000 qui pose les principes fondamentaux de la RSE, en tout cas dans notre pays. On verra une approche un peu plus méthodologique. Comment est-ce que moi, au niveau de mon office de tourisme, je peux lancer une démarche RSE avant, bien sûr, d'aller vers un label RSE. Hop. Qu'est-ce que la RSE? Donc, vous le savez ça également probablement déjà tous, hein, la RSE, à la base quand même, elle se pose, pardonnez-moi, sur les piliers du développement durable. Hein. Je vous ai remis bien sûr la définition, hein, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures et bien sûr de répondre aux leurs. Et puis, par rapport à cette définition du développement durable, c'est dans un second temps que va apparaître le concept donc de responsabilité sociétale des entreprises. Finalement, la RSE, hein, si on est bien d'accord tous ensemble, c'est l'intégration des enjeux du développement durable à son entreprise. Donc finalement, le développement durable est une vision macro et la RSE est une vision plutôt micro. Bien sûr, on va se positionner sur toujours nos fameux 3 piliers au niveau de la RSE, hein, que vous connaissez et qu'on a finalement par ce schéma un peu vulgarisé pour faciliter l'intégration de la notion de RSE ou de développement durable. Donc, on va bien sûr retrouver le pilier économique parce qu'en effet, hein, pour perdurer, une entreprise se doit d'être économiquement viable. Le pilier économique permet vraiment de créer de la valeur partagée et d'améliorer les conditions de vie matérielles, mais aussi de réduire les inégalités. Et c'est vrai que parfois, contrairement aux idées reçues, RSE et performance économique vont vraiment de pair. Les économies, les réductions des risques sont vraiment intégrées dans la dynamique RSE de l'entreprise. Au niveau du pilier, bien sûr, social, société, hein, y a quelqu'un qui veut rentrer, Dominique, pardon. Oui, je l'ai vu. Voilà. Merci. Au niveau du pilier social de la RSE, ou ce qu'on va appeler plutôt l'équité sociale, c'est chercher à satisfaire les besoins essentiels de l'homme dans un premier temps, mais dans une entreprise RSE finalement, ça avant tout respecter le droit des personnes
et porter les valeurs de l'équité sociale. Donc peut-être que chez certains d'entre vous, on va retrouver ça autour de démarches comme la qualité de vie au travail, qui améliore le bien-être de vos équipes, des politiques aussi qu'on appelle QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, la lutte contre les exclusions et les discriminations, l'éthique dans les relations d'affaires, etc., etc. On reviendra bien sûr sur ces pratiques. Au niveau du pilier environnemental en matière de RSE, c'est vraiment toute activité aujourd'hui économique engendre des impacts potentiellement négatifs sur l'environnement. Et avec finalement ce pilier environnemental, l'entreprise devient responsable et met en place des actions justement pour limiter concrètement son impact, préserver l'environnement, la diversité biologique, les ressources naturelles. Et donc là aussi, pareil, hein, une entreprise aujourd'hui qui est dans une dynamique RSE va, par exemple, adopter une trajectoire bas carbone pour réduire ses émissions de gaz, mettre en place, pourquoi pas, une démarche d'économie circulaire avec ses fournisseurs, ses prestataires. Si on a une boutique dans un office de tourisme, ça peut être sur l'éco-conception de produits que l'on mettra à la vente et bien sûr aller jusqu'à de l'optimisation des déchets. Du coup, et tel que le repositionne bien ce schéma, la RSE, c'est donc l'intégration des enjeux du développement durable à son entreprise pour que l'entreprise soit à la fois économiquement efficace, socialement équitable et bien sûr écologiquement tolérable. Et donc, en théorie, une organisation va être durable lorsqu'elle se trouve, on le voit dans le schéma, à l'intersection finalement de ces trois piliers. Dans ce schéma, les piliers, comme on le voit, ils sont représentés par des sphères qui sont de même taille. On parle de soutenabilité faible et c'était important d'en parler par rapport justement à vos structures office de tourisme. On parle de soutenabilité faible parce que la représentation traite de manière équivalente les trois piliers du développement durable, donc les trois piliers de la RSE. On peut toutefois aller un petit peu plus loin en se demandant quand même si ces trois piliers ont réellement le même poids. Les différents piliers sont-ils réellement indépendants? Est-ce que le capital naturel, finalement, est-ce qu'il est substituable par un capital matériel qui est créé par l'homme? Et face à ces questions, en effet, le concept de soutenabilité forte a émergé. Dans la représentation de la soutenabilité forte, qui peut être peut-être plus adaptée justement à un office de tourisme, les trois piliers sont à ce moment-là interdépendants et le capital finalement naturel, il est plus substituable au capital économique. Pour ceux qui sont plus sur une soutenabilité forte, le pilier économique finalement s'inscrit dans le pilier social qui lui-même s'inscrit dans le pilier environnemental. Pour la soutenabilité forte, le pilier économique n'a pas d'avenir sans effectivement un environnement qui va être viable. Et donc, le respect finalement de l'environnement et de la biodiversité devient une des conditions essentielles à la pérennité de la société dans effectivement notamment les territoires, les destinations, et c'est ce qui va permettre de développer finalement au moyen l'économie complète. Et tout ça nous amène en effet à définir de manière, on va dire, plus claire la RSE, vu qu'en 2001, l'Union européenne va nous proposer effectivement une définition, je dirais, assez claire de la RSE. Donc, je vous invite à la lire en même temps. On nous dit bien que la RSE, au regard, bien sûr, de cette soutenabilité forte que nous venons de voir ensemble, c'est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leur activité commerciale et à leurs relations avec les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est un terme dont on va beaucoup parler aujourd'hui par rapport à notre webinaire sur la RSE. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire aux obligations juridiques applicables, et aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, l'environnement et toujours pareil, les relations avec les parties prenantes. Finalement, en bref, l'idée finalement de la RSE, c'est d'encourager les entreprises à avoir un impact positif sur leurs employés, sur la société et bien évidemment sur l'environnement. Et comme on l'a vu ensemble, ça s'appuie aussi sur un cadre réglementaire des obligations qu'ont les entreprises. Je vous propose donc de parler un tout petit peu de ce cadre réglementaire et de regarder quelles sont les règles et les lois qui régissent aujourd'hui finalement l'encadrement de la RSE. On va parler au niveau bien sûr France, mais on verra que ça peut être au niveau mondial.
Allez, la réglementation en France, hein, chez nous, elle commence réellement avec ce qu'on appelle la loi NRE. Alors, ce n'est pas la partie la plus sympa du webinaire, mais elle est quand même importante parce qu'il faut quand même le savoir. Cette loi NRE, c'est les nouvelles régulations économiques. La loi NRE, en fait, elle a pour objectif de prévenir les risques de la mondialisation. Et c'est vraiment une loi qui est pionnière en matière de ce qu'on va appeler un reporting extra-financier. On reviendra sur cette notion de reporting extra-financier. C'est finalement rendre compte des conséquences des productions, non plus seulement au travers d'un indicateur qui est l'indicateur économique, les dividendes générés, le chiffre d'affaires autres, mais bien de rendre compte au travers, bien sûr, de l'impact de la production sur l'environnement et sur la société. Et cette obligation, la loi NRE, en 2000 en tout cas, elle porte essentiellement pour les sociétés qui sont cotées en bourse. Donc, on va avoir par la suite une deuxième loi qui va arriver, qui est la loi Grenelle, hein, donc bien sûr qui est issue de ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement 2010, hein, Grenelle 1, Grenelle 2. La loi Grenelle 2, donc en 2010, elle doit montrer l'engagement de l'État français à protéger l'environnement. Elle va donc à ce moment-là imposer ce qu'on appelle des critères que certains secteurs devront respecter de manière progressive, et ce jusqu'en 2050. Cette loi va toucher principalement les secteurs qui sont le transport, l'énergie et le climat, la biodiversité, les risques sur la santé, le traitement des déchets et la gouvernance. On attend donc en effet à ce moment-là que l'État français prenne des dispositions pour répondre à l'ensemble de ces problématiques. Et puis cette loi de Grenelle 2, quand même, elle va aussi avoir un objectif, pardonnez-moi, c'est d'élargir la catégorie des sociétés qui sont soumises à ce fameux reporting extra-financier. Et là, ce ne sont plus les sociétés exclusivement cotées en bourse. On va aussi retrouver les sociétés qui vont avoir un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et aussi des sociétés qui emploient plus de 500 employés. Donc déjà, on est en 2023. Donc déjà, depuis 13 ans, en fait, on a quand même des entreprises qui établissent ces rapports extra-financiers pour permettre d'identifier quels sont concrètement leurs impacts également en matière environnementale au niveau de la société. Et puis 2015, et en effet, au niveau des Nations Unies, hein, ça bien sûr, j'imagine, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, hein, chaque pays va adopter un certain nombre de mesures en fonction des attentes, au travers, bien sûr, de la définition des fameux 17 objectifs du développement durable pour les États et pour les entreprises. Hein, c'est très important de le souligner, sachant que la France, elle, va prendre une feuille de route avec 98 indicateurs pour répondre, en effet, à ces 18 ODD. Je vous les ai repositionnés, hein, ces 18 objectifs de développement durable. En effet, on va de pas de pauvreté, pas de faim, et puis on ira bien sûr sur tout ce qui est vie aquatique, vie terrestre. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller plus loin, bien sûr, à retrouver le site sur les ODD avec la définition précise de ce qui est attendu derrière. On est toujours dans notre cadre réglementaire, on est en 2015, et en 2015 également, ben là on arrive sur les mois d'été, il fait beau, on a donc une fameuse loi dont les initiales sont quand même assez imprononçables, je vous l'accorde, hein, la LTECV, on pourrait presque penser que c'est un train à grande vitesse, mais pas du tout. C'est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Donc, cette loi, elle renforce les obligations de reporting, une fois de plus, en matière d'enjeux climato-énergétiques, d'économie circulaire et de gaspillage alimentaire. Et dans cette loi, on a l'article 173 qui va obliger en fait à peu près 840 investisseurs, des institutionnels comme les banques, les assurances, les mutuelles, des sociétés de gestion, à publier de façon transparente leur effort contre le réchauffement climatique et leur contribution à la transition énergétique. Ces investisseurs, finalement, qui gèrent aujourd'hui notre épargne, doivent également intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur investissement. Donc la RSE, en tout cas sur les grandes entreprises, prend vraiment le pas, mais cette fois-ci, bien sûr, encore par obligation. 2016, un an après, on a la loi Sapin 2. Cette loi, elle est intéressante parce qu'elle vient protéger ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les salariés qui viendraient tout simplement dénoncer le manquement des entreprises à leurs obligations. Il faut savoir également qu'en termes de RSE, cette loi condamne également tous ceux qui empêcheraient, en effet, empêcherait l'alerte d'être lancée. Hein. Donc, ces manquements au devoir de l'entreprise supposent donc un contrôle par les salariés ou par des associations pour s'assurer que les entreprises répondent à leurs obligations en matière
d'impact environnemental et d'impact sociétal. On arrive en 2017, encore une loi. Cette fois, c'est ce qu'on appelle la loi sur le devoir de vigilance, ce qu'on appelle pour les sociétés mères et les entreprises donneurs d'ordre. Alors, c'est vrai que pour l'heure, je vous l'accorde, parmi les offices de tourisme qui sont présents, on se reconnaît peu dans ces obligations parce qu'on est moins concerné. Malgré tout, une fois de plus, il est important de savoir quelles sont les obligations et donc, de fait, par rapport aux actions que vous mettrez en place aussi, pourquoi pas répondre à des obligations réglementaires. Ce devoir de vigilance, il s'inscrit dans une lignée réglementaire qui a pour objectif, bien sûr, d'encadrer la RSE en créant, bien sûr, ses obligations. Cette fois-ci, on oblige les sociétés de plus de 5 000 salariés en France et 10 000 salariés dans le monde à publier annuellement un rapport sur la prévention des risques en matière d'environnement, en matière de droits humains et de lutte contre la corruption au sein de leur société. Et on va voir que dans nos principes RSE, ces trois thématiques, environnement, le droit humain, la lutte contre la corruption, sont des principes également fondamentaux sur lesquels on va s'appuyer, bien entendu, pour développer une démarche RSE. Elle va également obliger ces entreprises de plus de 5 000 en France ou 10 000 salariés dans le monde à faire respecter ces mêmes principes dans leurs filiales, auprès de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs, que cela soit en France ou à l'étranger. De manière claire, dans le cas du devoir de vigilance, les grandes entreprises ont donc l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de vigilance. Sachez également que les entreprises qui ne respecteraient pas cette obligation peuvent être tenues responsables civilement, mais également pénalement. 2019, on a bien sûr l'une des dernières lois, là pour le coup qui va plus tous nous concerner, c'est ce qu'on appelle la loi PACTE, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation de l'entreprise. Cette loi va venir ajouter encore des mesures et elle modifie en fait, ça c'est important pour nous, le code civil pour que toutes les entreprises prennent en considération les enjeux environnementaux et sociaux dans la gestion de leur activité. Après les avoir bien identifiés, les entreprises prendront en considération aussi bien son fonctionnement habituel, mais également dans ses décisions, l'ensemble, bien sûr, de ces enjeux. Cette obligation, bien sûr, qu'on s'entende, c'est une obligation de moyens de la part de toutes les entreprises, et pour l'heure, ce n'est pas une obligation de résultat. Et dans cette loi, PACTE, il y a un second volet de la loi qui permet aux entreprises qui le souhaitent de définir ce qu'on appelle une raison d'être. J'ai cru d'ailleurs lire quelques éléments, je pense notamment à l'Office de tourisme d'Aix-les-Bains, je crois qu'il y a déjà une raison d'être affirmée, d'accord? Et donc cette raison d'être, elle présente officiellement la contribution que l'entreprise souhaite apporter à la société. Ça va au-delà de la recherche d'un profit à court terme. La définition même d'une raison d'être est un enjeu finalement en soi pour l'entreprise et l'entreprise doit savoir à quoi elle sert finalement, ce que vraiment elle apporte. Et pour renforcer cette raison d'être, elle pourra notamment l'intégrer dans ses statuts juridiques et devra donc s'assurer de le respecter. Petite mise en garde quand même sur cette notion de raison d'être, c'est que la raison d'être de l'entreprise n'a pas vocation à servir d'outil marketing, mais bien à impulser un véritable projet global avec des orientations stratégiques. Elle est donc créatrice finalement de sens. Elle soutient finalement une forme d'intelligence collective au sein d'une entreprise. Et aussi, bien sûr, c'est la vision RSE du management avec les salariés, les prestataires, les clients, bref, l'ensemble, bien sûr, de vos parties prenantes. Et toujours dans cette loi, on a un dernier volet, quand même, qui est important. C'est ce qu'on appelle en effet le fait qu'on va pouvoir transformer les statuts de sa société et passer à ce qu'on appelle une société de mission, une société à mission. Ce statut juridique, qui est en fait, il est importé des États-Unis, il permet aux entreprises finalement qui veulent avoir un fort impact social et environnemental de faire passer au second plan leur obligation de générer des dividendes, des résultats. C'est-à-dire la notion de lucratif disparaît presque
au second plan, c'est vraiment le volet social et environnemental qui devient finalement vraiment la raison de cette entreprise. Et donc, ce statut suppose bien sûr la formalisation de la raison d'être de l'entreprise et précise quand même une chose importante, ce sont des objectifs chiffrés et une manière dont on va suivre bien sûr l'ensemble de ces objectifs. L'entreprise, à ce moment-là, cette entreprise à mission, elle s'engage alors dans une démarche similaire finalement à celle d'une labellisation avec la surveillance par un organisme indépendant. C'est-à-dire que là aussi, par rapport à ce que nous verrons en fin de présentation, label, certification, le fait même d'être une entreprise à mission va avoir une vocation de nous amener à être contrôlés par un tiers pour valider que nous répondons aux objectifs définis dans justement notre statut juridique. Et la loi Pacte, finalement, elle entend développer l'économie sociale et solidaire en permettant aussi, et ça c'est important, aux salariés d'être directement impliqués dans la gestion et dans les résultats financiers de l'entreprise. Et pour l'heure à 2023, on a bien sûr d'autres lois qui existent, mais qui vont être plus sur le volet que je dirais purement développement durable. Pour la RSE, c'est la dernière loi, mais vous voyez quand même, entre 2001 et 2019, on a les lois qui ne cessent aujourd'hui d'évoluer et d'encourager, voire d'obliger de plus en plus d'entreprises à aller réellement vers des démarches RSE et surtout à faire, à rendre de manière extrêmement pragmatique finalement la RSE dans l'entreprise, c'est-à-dire c'est pas juste de dire qu'on est une entreprise à responsabilité sociale, c'est bien d'être une entreprise qui présente soit un rapport extra-financier, soit qui est en effet audité par un tiers pour pouvoir prouver l'ensemble des objectifs visés et fixés par elle-même. Audrey, on peut peut-être prendre la question de Mappy parce que c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de dire. Est-ce que la société à mission est compatible avec le statut associatif? Tout à fait. Mais ça veut dire qu'on va tout simplement quand même le faire évoluer dans nos statuts. Il va quand même falloir faire changer nos statuts. Mais les statuts associatifs, loi 1901 notamment, à la base de toute manière, sont des statuts à but non lucratif. Donc, on peut tout à fait passer en statut de toute manière de société à mission. C'est juste qu'une fois de plus, on n'aura pas en deuxième volet le but lucratif qui apparaîtra dans nos statuts. Donc oui, Mappy, on peut tout à fait le mettre en place. Oui. Je ne vois pas les messages, pardon. C'est bon? C'est bon, merci. Merci. Allez. On a donc reposé la RSE. On vient de poser le cadre réglementaire. Posons donc maintenant ce qu'on appelle les principes même de la RSE. Alors, principe de la RSE, bien sûr, que je vais poser au travers du concept qui a été officialisé par 99 pays qui ont contribué à le définir. C'est quand même la norme ISO 26000, norme qui est adoptée en 2010 et qui va vraiment permettre de définir les différents thèmes, les différents sujets à intégrer à la démarche RSE. Donc, déjà, quand on rentre déjà dans cette approche des principes autour de la norme ISO 26000, on rentre déjà quelque part dans une approche méthodologique pour mettre en place une démarche RSE, on va dire, assez conséquente. Il y a quand même un élément important sur cette norme, c'est qu'à la différence d'autres normes, peut-être que vous connaissez, que ce soit 9001, 20121, 14001 et autres, la norme ISO 26000 n'est pas une norme ni certifiante ni certifiable. D'accord? Donc concrètement, on n'est pas normé ISO 26000, on respecte des principes et on est audité exclusivement sur ces principes. Ce ne va pas être une certification qui va vous être remise. La démarche qui est effectivement inscrite par la norme ISO 26000, elle repose quand même, on va le voir ensemble, sur des valeurs. Ce sont les 7 principes fondamentaux de la RSE. Elle pose une méthode avec 2 pratiques fondamentales. Là aussi, que pratiquement dans quasiment tous les labels, dans toutes les certifications, nous retrouverons. Elle pose un périmètre autour de 7 questions centrales et très concrètes sur laquelle l'entreprise va pouvoir s'engager auprès effectivement de ses parties prenantes, et elle pose le principe d'intégration de l'ensemble de ces pratiques. On va donc regarder un peu ensemble les différents éléments. Si on parle déjà, donc, le point de départ de la démarche, ça implique effectivement une posture adaptée qui va reposer sur ces fameuses valeurs de la norme ISO 26000.
La première valeur, c'est la redevabilité de l'organisation à l'égard de la société. Ce principe, en RSE, au travers bien sûr de la norme ISO 26000, renvoie à l'idée que l'organisation tienne compte de ses impacts économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux et surtout les identifie vis-à-vis, une fois de plus, de ces fameuses parties prenantes. Deuxième principe, la transparence. C'est le principe qui suppose que l'organisation communique de manière publique et non dissimulée sur sa stratégie, ses engagements, ses résultats. Typiquement, par rapport aux lois dont on a parlé tout à l'heure, c'est au sein de ce principe de transparence qu'on va retrouver, par exemple, notre rapport extra-financier. Troisième principe fondamental, le comportement éthique. Ce principe, il induit une règle de conduite qui est objective, qui est loyale, qui est équitable à l'égard de chacune de vos parties prenantes, tout en cherchant à dépasser, en effet, quand c'est possible, le cadre potentiellement qui serait simplement obligatoire. Et c'est pour ça que je reviens à la partie réglementaire. Le quatrième principe, c'est la reconnaissance de l'intérêt des parties prenantes. Ça, c'est vraiment une posture clé de la démarche, au travers de laquelle l'entreprise identifiera, on le verra, ses parties prenantes et leurs attentes dans le but de les satisfaire. Le terme partie prenante et la reconnaissance de leurs intérêts va être fondamental, on va même le voir, c'est une des pratiques clés de toute démarche de RSE. En 5, c'est le respect de la légalité. À ce moment-là, ça implique plutôt que l'organisation veille à se conformer aux lois et aux règles dans le pays ou dans lequel il exerce. Typiquement, on attend que l'entreprise connaisse, donc applique une veille, donc connaisse et applique et contrôle le fait qu'elle réponde à l'ensemble de ses exigences réglementaires, mais aussi d'exigences dites réglementaires volontaires. Demain, quand une entreprise décide d'aller, si on repasse effectivement sur une démarche de progrès qualité, ça devient une exigence pour l'entreprise. On doit s'assurer qu'elle le respecte. Le sixième principe, c'est le respect des droits de l'homme. Bon, je dirais, celui-là, c'est un principe assez simple parce qu'il induit en fait que votre organisation, votre entreprise consacre ce principe déjà comme, on va dire, un incontournable en interne comme en externe, et donc en effet respecte réellement chacun des individus, chacune des parties prenantes individuelles qui gravitent autour de votre société. Et le dernier, c'est le respect des normes internationales et de comportement. Là, ça implique en fait que l'entreprise se conforme aux attentes finalement qui résultent des usages, des principes et des accords internationaux en matière de RSE. Ces principes vous donnent aussi la dimension que la connaissance du cadre réglementaire reste important parce que dans une démarche RSE, et si on veut aller à un moment donné jusqu'à une labellisation, il faudra aussi toujours être attentif et veiller au bon respect d'un cadre réglementaire. Toujours bien sûr dans nos principes de responsabilité sociale des entreprises au travers de la norme et des principes ISO, on a ces fameuses 2 pratiques fondamentales. Donc, la première, c'est identifier sa responsabilité sociétale. En effet, elle doit être ainsi recensée. En fait, l'entreprise doit recenser finalement les impacts dont elle est redevable, et notamment au travers de ces fameuses 7 questions centrales dont nous allons parler, qu'on va aborder. Sur chaque thème qu'on va avoir des questions, on va attendre de l'entreprise qu'elle liste les enjeux qui lui sont propres, mais des enjeux réels, et surtout que l'entreprise évalue l'importance de chacun de ces enjeux et ainsi effectivement puisse évaluer ce qu'on va appeler un niveau de performance. La RSE, ça demande aussi quelque part de prouver réellement l'engagement de l'entreprise au travers, bien sûr, de nos 3 volets. Donc, en effet, recenser les impacts, définir les enjeux réels et évaluer, bien sûr, les enjeux, c'est l'attente qui est attendue. La deuxième pratique fondamentale, c'est l'identification de vos parties prenantes et l'ouverture d'un dialogue. Les parties prenantes, c'est vraiment les individus et les groupes qui ont un intérêt dans les décisions ou dans les activités d'une organisation. C'est vraiment un point clé de la démarche RSE.
il faut effectivement toujours bien recenser l'ensemble de vos parties prenantes, les hiérarchiser aussi, ça va être important. Et puis, bien sûr, là aussi, essayer d'identifier au maximum les attentes qu'elles peuvent avoir au regard, bien sûr, de l'entreprise. Quelles sont les valeurs portées par l'entreprise? Quels sont les enjeux pour elle prioritaires pour l'entreprise? Comment concrètement l'entreprise va-t-elle pouvoir construire sa RSE? Elle va pouvoir le faire grâce à la collecte et à l'écoute de l'ensemble de ses parties prenantes. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on va intégrer vraiment toutes les réponses qui vont être formulées, toutes ces attentes que l'on va collecter, on va pouvoir les intégrer dans la stratégie. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'il est important d'avoir un dialogue complet avec les parties prenantes. Ces deux pratiques qu'on vient de voir seront bien sûr synthétisées après dans un outil qui s'appelle une matrice de matérialité. Cette matrice de matérialité, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Oui, je vois des oui. Elle offre en fait vraiment une représentation qui est visuelle de la hiérarchisation de vos enjeux, en croisant finalement l'importance des enjeux pour les parties prenantes et finalement l'importance de ces enjeux pour l'entreprise. Elle permet ainsi de déterminer les enjeux prioritaires et bien sûr derrière, c'est ce qui va vous permettre de décliner ce qu'on va appeler un plan d'action opérationnel au regard des enjeux qui ont été définis. Et donc, on est vraiment déjà dans une approche méthodologique au travers des principes de la RSE sur la norme ISO 26000. Si on s'intéresse maintenant d'un peu plus près au périmètre des enjeux RSE, définis donc toujours sur ISO 26000, sur les fameuses 7 questions centrales. La démarche RSE, elle aspire en fait à optimiser la contribution de l'organisation au développement durable. C'est ce qu'on a vu. De ce fait, son champ d'application revêt quand même une dimension qui est globale, mais en même temps qui va être transversale. On va retrouver ainsi 7 questions centrales. Une question sur la gouvernance. On va les détailler bien sûr après. Une question sur les droits de l'homme. Une question centrale sur les relations et les conditions de travail. Sur la partie environnement. Sur la loyauté des pratiques. Les questions également qu'on appelle relatives aux consommateurs et sur les communautés et le développement local. Et l'ensemble de ces questions centrales vont se répartir en 37 domaines d'action sur lesquels l'entreprise va pouvoir se positionner et définir là aussi son cadre RSE. Si on y regarde d'un tout petit peu plus près, si on parle par exemple des questions centrales au travers de la gouvernance, c'est effectivement la question centrale de la RSE, autour de laquelle finalement va graviter, vous l'avez vu dans le schéma de tout à l'heure, l'ensemble des autres questions. C'est vraiment elle qui va déterminer le cadre de votre organisation, qui va permettre d'élaborer cette fameuse stratégie RSE et de déterminer les actions, les objectifs et bien sûr la façon de les suivre. Aucun domaine d'action, on n'a pas de DA, de domaine d'action, c'est-à-dire d'explicatif complémentaire ou de critères, si je pouvais le formuler ainsi, associé à cette gouvernance, mais son rôle est pour autant le plus crucial dans le succès, bien sûr, d'une démarche RSE. Au niveau du point numéro 2, qui est le droit de l'homme, la considération de l'être humain, c'est quand même le pilier de la société, de la responsabilité sociétale. Et là, on va retrouver 8 domaines d'action dans cette question des droits de l'homme. Ici, ce sont les droits fondamentaux auxquels finalement tous les humains ont droit. Donc, on y retrouve en général 2 grandes catégories. Celles qui concernent finalement les droits civils et les droits politiques, bien sûr, et une deuxième catégorie qui concerne plutôt les droits sociaux, culturels, comme le droit du travail, le droit à l'alimentation, le droit de jouir d'un meilleur état de santé, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité, etc. Troisième question centrale, c'est les relations et les conditions de travail. Alors, au niveau de cette question-là, la norme, elle va concentrer 5 domaines d'action. Les pratiques du travail, c'est un terme en fait qui englobe finalement toutes les politiques et les pratiques en matière de travail qui sont exécutées pour et par l'organisation. Le recrutement, la promotion des travailleurs, des procédures de grief, des procédures disciplinaires, des transferts de travailleurs, des cessations d'emploi, le développement bien sûr de la formation, des compétences, etc. Et c'est vraiment tous ces aspects-là qu'on va regrouper autour de cette question centrale. Bien sûr, on va retrouver ensuite la partie environnement. À cette question, en fait, ça amène l'organisation à considérer une fois de plus
tous les impacts directs et indirects de son activité sur l'environnement. Sur l'environnement, on y attribue 4 domaines d'action. La responsabilité environnementale, elle doit être finalement, c'est une des conditions, je dirais même préalables pour la survie et la prospérité de l'entreprise. Donc là aussi, on va attendre de l'entreprise sur cette question centrale de se poser les questions sur son impact direct et son impact indirect dans le cadre de sa production et de ses services. On va ensuite retrouver la question donc, sur la loyauté des pratiques. Donc, c'est la question qui vise l'attitude, la posture de l'organisation à l'égard de ses parties prenantes pour tendre vers l'éthique, vers la transparence, vers l'intégrité. La loyauté des pratiques, en fait, elle concerne la façon dont une organisation va utiliser la relation avec d'autres organismes pour finalement pouvoir promouvoir des résultats qui, eux, vont être dits positifs. Il s'agit par exemple des relations entre les organismes et les agences gouvernementales ou pourquoi pas entre les communautés de communes, les agglomérations, les métropoles et autres, dans votre cas à vous. Dans la loyauté des pratiques, au travers bien sûr de la norme ISO 26000, on associe donc en effet 5 domaines d'action. Il y a par exemple l'anticorruption, il y a la responsabilité pour l'implication politique, la compétition équitable, la promotion et la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le droit à la propriété. On va retrouver ces 5 domaines d'action sur cette pratique, sur cette question centrale. On va ensuite retrouver les questions sur ce qu'on appelle les questions qui sont relatives, pardonnez-moi, au consommateur. Là, cette question, elle traite finalement des considérations, des attentes des clients et des consommateurs par l'entreprise. Donc, sur cette question, la norme attache 7 domaines d'action, comme les pratiques marketing équitables, la protection de la santé et de la sécurité, également tout ce qu'on va appeler la consommation durable, les litiges, la protection de la vie privée, l'accès aux produits et de services essentiels. Bref, on va retrouver un certain nombre là aussi de domaines d'action sur lesquels demain l'entreprise pourra se positionner. Et enfin, notre dernière question centrale dans le cadre de nos principes ISO 26000 concerne la communauté et le développement local. Donc, dans ce cas-là, l'implication en fait et le développement de la communauté sont 2 des initiatives quand même qui sont les plus importantes pour que les organismes publics et privés finalement peuvent prendre pour un développement durable d'une société. Cette question elle relève de la relation de votre organisation avec le territoire au sein desquels finalement vous opérez. On y associe 7 domaines d'action autour bien sûr de cette question. On va y retrouver bien sûr la notion de la promotion de la culture et de l'éducation, la création des opportunités et des emplois. On va y retrouver aussi l'accès à de la technologie moderne. Bref, on retrouve là aussi un certain nombre de domaines d'action sur lesquels l'entreprise va être attendue dans le déploiement de ses actions. Et enfin, pour conclure sur la partie en effet des principes, on va dire, de cadrage et des principes qui sont le socle aujourd'hui d'une démarche RSE, c'est le principe d'intégration des pratiques que l'on retrouve bien sûr sur ISO 26000. C'est que la RSE n'est pas en fait une fonction qui doit être détachée des autres fonctions de l'entreprise, mais bien une démarche qui s'intègre aujourd'hui à l'ensemble des processus de tous les pans de votre activité. Donc, en effet, dans cette optique, le principe d'intégration des pratiques traite la question du déploiement de la RSE au sein de votre entreprise, qui inclut la compréhension de la RSE, ça c'est en effet un point important, mais également les principes qui vont être liés à l'intégration des principes au sein de l'entreprise, la manière dont l'entreprise communique en interne et en externe envers toutes ses parties prenantes sur la RSE, mais également comment est-ce que vous avez une démarche qui vous permet d'avoir une amélioration de votre performance et bien sûr aussi comment est-ce que vous allez pouvoir évaluer un petit peu cette responsabilité sociétale de votre entreprise. Donc déjà quand on pose le cadre des valeurs, donc les 7 valeurs, les questions centrales, les pratiques fondamentales et le principe d'intégration des pratiques dans la norme ISO 26000, on pose déjà le cadre de l'action méthodologique autour desquelles une entreprise peut tout à fait, que l'entreprise peut tout à fait développer pour
lancer une véritable démarche RSE. Si on voulait le rendre un peu plus pragmatique, hein, cette approche ISO 26000, alors je ne vous ai pas montré la belle norme, mais elle fait au moins, pour ceux qui la connaissent, je dirais bien 150 pages. Hein, donc, on va essayer de résumer aussi les pratiques à mettre en place. On va parler un tout petit peu de la méthode hein, pour lancer une démarche RSE avant même d'aller vers un label, sachant malgré tout que la méthode qu'on propose va, elle, également complètement s'intégrer dans toutes les démarches de labellisation dont on parlera tout à l'heure. Première étape pour, bien sûr, lancer une démarche RSE, c'est identifier vos parties prenantes. Alors, je voulais, même si on en a déjà parlé, hein, je repose quand même le cadre pareil hein, de qu'est-ce qu'une partie prenante, hein, tel que le définit notamment la norme ISO 26000. Hein, c'est un individu ou un groupe ayant un intérêt dans des décisions ou activités d'une organisation. Hein, sachez également qu'on entend vraiment derrière le mot partie prenante une personne. Hein. On n'identifie pas une entreprise, on identifie les personnes dans cette entreprise qui sont nos parties prenantes. Donc, il peut s'agir bien sûr de parties prenantes dites internes, comme les salariés de l'entreprise, les dirigeants, des sous-traitants, etc. Mais aussi bien sûr les parties prenantes externes, les fournisseurs, les clients, les collectivités locales, etc. Donc, les parties prenantes, c'est vraiment l'élément essentiel de la responsabilité, de la démarche de responsabilité sociétale. Hein. Une entreprise responsable, elle s'engage vraiment à être transparente envers ses parties prenantes et à les associer finalement à son processus de création de valeur. Comme on l'a vu tout à l'heure, il est important de dialoguer avec ces parties prenantes, d'ouvrir le dialogue et donc de les interroger afin de pouvoir collecter finalement réellement quelles sont leurs attentes et ainsi d'en identifier potentiellement nos enjeux. Dans l'action claire que l'on pourrait faire, c'est mettre en place un tableau. Dans ce tableau, lister nos parties prenantes. Hein, donc, je mets effectivement le nom, les coordonnées et j'établis un questionnaire. J'établis une méthode de questionnement de mes parties prenantes, des entretiens face à face, des entretiens téléphoniques, un questionnaire qui va effectivement ouvrir un dialogue avec mes parties prenantes pour identifier quelles sont les attentes pour mon entreprise au sein de sa RSE. Et derrière, on en a parlé tout à l'heure, c'est réaliser une matrice de matérialité pour avoir cette représentativité, cette représentation visuelle de la hiérarchisation de ce qui ressort et donc notamment des enjeux hein, et déterminer ainsi quels sont les enjeux prioritaires en matière de RSE pour votre entreprise. Une fois qu'on a identifié nos parties prenantes, une deuxième étape quand même, ce serait de faire un diagnostic RSE, d'avoir en interne un peu le point d'où on en est au regard, justement, toujours pareil, hein, soit des questions centrales côté ISO 26000, soit principalement qu'autour de nos fameux piliers du développement durable intégrés à l'entreprise. Le diagnostic, l'audit RSE, c'est un outil vraiment qui est destiné à mesurer la performance de votre entreprise sur les thématiques donc, qui sont bien sûr liées au développement. Ça va vous permettre, une fois de plus, de préciser les enjeux auxquels votre entreprise potentiellement s'expose. Alors, bien entendu, hein, un diagnostic ou un audit RSE peut être fait par une tierce partie spécialisée dans le domaine. Vous retrouverez dans le PowerPoint qui sera mis à votre disposition sur le site internet de OT73 Savoie-Mont-Blanc ce petit lien vers le site de Goodwill Management qui vous propose effectivement un diagnostic RSE. C'est assez rapide à faire. Hein. Il se positionne sur les 7 questions centrales de l'ISO 26000, hein, de la gouvernance bien sûr, jusqu'aux questions relatives aux consommateurs et autres, et vous pose en fait une liste de questions et vous offre un diagnostic. Alors certes, dans un premier temps, je dirais assez réduit, mais si le diagnostic plus détaillé vous intéresse, ils ont une offre là aussi plus adaptée pour déjà vous permettre de poser un cadre. L'outil est assez intéressant, je trouve, et mérite en tout cas, pourquoi pas, de lancer le diagnostic. 1, j'identifie une partie prenante. 2, je fais un diagnostic. En fait, ces 2 actions, elles me permettent vraiment de me dire, OK, mon entreprise RSE, mon entreprise tend à aller vers de la RSE, mais quels sont mes enjeux? Sur quoi concrètement, de manière prioritaire et dans un premier temps, je vais me concentrer pour pouvoir décliner des actions et bien sûr évaluer ces actions pour être extrêmement performant et ne pas juste dire que je suis une entreprise RSE, mais vraiment le valider et le présenter.
Et donc, de fait, forcément, derrière, je vais avoir ma troisième étape méthodologique qui est, j'ai défini mes enjeux avec mes parties prenantes. Je suis donc en capacité de rédiger. Alors, j'ai appelé ça une politique RSE, d'autres l'appelleraient une charte RSE, ma stratégie RSE. Là, voilà, hein, typiquement, le terme le plus approprié n'existe pas. Il est propre à chaque entreprise. Mais en tout cas, je vais pouvoir réaliser cette politique, mais également le décliner en plan d'action très opérationnel. La politique RSE pourrait, par exemple, contenir une présentation des valeurs de votre entreprise. C'est quoi vos valeurs? Bien entendu, je ne l'ai pas noté, mais si j'ai défini une raison d'être, bien entendu, ma raison d'être apparaîtra dans ma politique RSE. Je vais aussi présenter ma mission, mes enjeux prioritaires, et puis la direction de l'entreprise va prendre un engagement, des engagements forts auxquels, bien sûr, elle pourra présenter des résultats. Et puis, côté plan d'action, finalement, ce sera la réponse à vos enjeux déclinés à court, moyen et long terme. Si mon enjeu, en effet, correspond à la gestion des déchets raisonnable, j'aurai des actions pour spécifier comment concrètement mon entreprise va faire pour répondre à cet enjeu. Et bien sûr, pour aller au bout d'une démarche RSE, j'oublierai pas d'inclure des indicateurs. Je vous rappelle, l'indicateur, c'est un outil de mesure. Je vais mesurer l'atteinte du résultat. Je vais donc me fixer un objectif et derrière, je vais pouvoir en effet le valider. L'objectif étant à terme, on le verra dans une des dernières parties, de pouvoir communiquer de manière transparente sur l'ensemble, bien sûr, de mes résultats. L'autre étape à mener, c'est la formation de vos équipes. Alors, je vous ai trouvé quelques chiffres qui me paraissaient vraiment très intéressants. Elles émanent d'un baromètre qui a été fait par un organisme qui s'appelle la Ségos sur la responsabilité sociétale des entreprises. Ça date de 2021. Alors, j'ai malheureusement pas trouvé d'études plus récentes, mais déjà, ça nous donne un bon indicateur, justement. Et pourquoi former les équipes? En effet, comme l'étude nous le montre, 70% des salariés disent connaître la notion de RSE, mais seuls 29% peuvent la définir précisément. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit souvent que c'est un terme, et encore plus sur les 2 dernières années, dont on parle beaucoup, mais finalement, derrière lequel, si on n'est pas référent RSE de son entreprise, on a un petit peu plus de difficulté à réellement percevoir ce que cela veut dire. Et en effet, on voit aussi dans cette étude que les salariés sont quand même assez critiques dans leur évaluation, parfois même en décalage avec justement les responsables RSE. Ils évaluent à 6,1 sur 10 l'engagement de leur entreprise en matière de RSE. Et seuls 35% d'entre eux jugent efficaces les actions qui sont menées. Enfin, pour 57% d'entre eux, la démarche de leur structure est d'abord une démarche de communication, alors que 43% y voient un engagement sincère. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a aussi un élément qui est important. On l'a dit aussi sur la notion de raison d'être. Nous ne sommes pas sur des outils marketing, sur des outils de communication, nous sommes sur de véritables engagements pris par une entreprise pour avoir un impact positif sur la société, sur les individus, sur l'entreprise et bien sûr sur l'environnement. Enfin, seulement 24% pensent en effet que leur manager est réellement engagé sur ce sujet, voilà, ou même que la direction est réellement engagée. Donc là aussi, il va être important de former et d'informer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise dans la dynamique dans laquelle vous êtes par rapport à cette responsabilité sociétale et sociale. Je vous ai mis 2 liens de sites que je trouve assez intéressants. Ce sont des MOOC, donc je pense que vous connaissez. C'est gratuit. Ce sont des petits MOOC qui ne durent pas très longtemps. En plus, on a des MOOC qui sont de moins d'1 heure et qui peuvent justement permettre de sensibiliser vos équipes à la notion de RSE, qui est déjà, à mon sens, une première bonne base. Bien entendu, derrière le mot formation, il va y avoir, et ça fera partie de mon 5e point important en matière de méthodologie, c'est de communiquer, bien sûr, sur votre RSE, sur votre démarche, sur votre politique, stratégie, sur vos engagements, sur vos actions. Donc, bien communiquer, c'est aussi permettre vraiment de solidifier les relations avec l'ensemble de vos parties prenantes et donc, bien sûr, de renforcer l'image de l'entreprise, de l'office de tourisme. Ça, c'est quelque chose d'assez important. L'entreprise, vous allez doit montrer son implication
pour finalement faire adhérer à votre propre philosophie. Une communication interne et externe va être importante, de la publication de contenu spécifique, ça va être un bon moyen de parvenir. Je dirais même qu'on va fortement vous conseiller de mettre en place un plan de communication RSE pour qu'on puisse réellement identifier comment vous communiquez, comment l'entreprise communique par partie prenante, pour qu'on s'assure en effet dans notre entreprise que notre communication est, comme on l'a vu, transparente, éthique et loyale. Pareil, je vous ai mis dans la notion de communication deux actions qui me semblent importantes. Donc, le fameux plan de communication RSE par partie prenante. Donc, là, je parle de manière assez simple, potentiellement d'un tableau Excel qui notifie par partie prenante les actions de communication que l'on va engager et les thématiques de communication que l'on va porter. On a quand même pas mal parlé de ce fameux reporting extra-financier, donc vraiment pour mettre en avant l'impact de l'office, l'impact de l'entreprise, au regard bien sûr de l'environnement et de l'enjeu sociétal. Et je vous ai mis donc un lien, voilà, qui est très descriptif et qui explique aussi comment construire ce fameux rapport extra-financier. Donc, je vous inviterai après le webinaire, voilà, de compléter ce niveau d'information. Et donc, forcément, une fois qu'on a bien posé le cadre de qu'est-ce que la RSE, une fois qu'on est d'accord sur le cadre réglementaire et qu'on sait qu'il y a quand même des lois aujourd'hui qui existent, jusqu'à, en effet, cette fameuse loi Pacte qui finalement oblige toutes les entreprises aujourd'hui à aller vers une démarche RSE, mais en effet avec des obligations de moyens et pas forcément pour l'heure pour des obligations de résultats, qu'on a plus ou moins posé un cadre autour des principes de la norme ISO 26000 qui est vraiment le socle d'une dynamique RSE et qu'on a vu 5 étapes méthodologiques qui est accessible à l'ensemble aujourd'hui des offices de tourisme. Il faut bien sûr parler de label et de certification, c'est-à-dire à un moment donné, quand j'ai commencé à déployer, comment est-ce que je fais et vers quel label ou certification je peux me rendre. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a une multitude de labels RSE qui existent, des labels généralistes, et après, on a quand même beaucoup aujourd'hui de labels dits sectoriels ou très thématiques pour des laboratoires, pour les transporteurs. Et c'est vrai que parfois, il est un peu complexe d'arriver à s'y retrouver. Donc, j'ai pris le parti de vous comparer 3 principaux labels RSE qui sont aujourd'hui proposés en France et qui ont quand même, on va dire, plutôt bonne réputation, si je peux le formuler ainsi, et qui vont peut-être vous permettre aussi de réfléchir, vous, dans votre entreprise, vers lequel aller. Les 3 que je vous propose sont bien sûr le label Lucie 26000. On verra également le label engagé RSO-RSE de AFNOR et le certifié B Corp. Alors, même si ce label-là, typiquement, ne sera pas adapté pour un office, il me paraissait vraiment important que vous le connaissiez, justement au regard de vos parties prenantes, mais on va en parler. Donc, le label Lucie, c'est quand même le premier label français sur la RSE depuis 2007. Il y a à peu près 1200 organisations engagées et plus de 400 labellisées à date. Et il y a aussi, ce qui est très intéressant chez Lucie 26000, une très grande communauté. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes labellisé 26000, vous pouvez accéder à une communauté d'entreprises, de référents RSE, pour pouvoir obtenir des bonnes pratiques, des échanges. Et c'est vrai que dans ce domaine, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. C'est une véritable démarche de progrès, le label 26000, et comme son nom l'indique, c'est une démarche, on va le voir, qui s'appuie bien sûr sur la norme ISO 26000. Ensuite, on a le label engagé RSO, RSE, donc de l'AFNOR. Alors, il date de 2017, ce label, mais il a quand même un passé, parce que dès 2007, l'AFNOR avait sorti un premier modèle qui s'appelle la FAC 26000, voilà, qui déjà posait un cadre, mais ce label-là, il existe depuis 2017 et il se base, lui, typiquement sur aussi la norme 26000. Il a quand même rapidement trouvé sa place dans le panel des labels qui évalue vraiment la maturité des démarches RSE, des organisations, et il s'adresse à tous les types, lui aussi, d'organisations. Il s'appuie, donc, je vous l'ai dit, sur l'ISO 26000. On va quand même en parler parce qu'il s'appuie aussi sur ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les fameux ODD, comme label Lucie 26000.
mais aussi, on le verra, il s'appuie aussi sur le Global Compact et sur le GRI, sur lequel je vais vous faire un zoom rapide, qui sont également d'autres critères potentiels que l'on pourrait intégrer à une démarche. Ce qui nous intéresse dans le cadre aussi de ce label, c'est qu'on a un label donc normé pour l'ensemble des entreprises, mais qu'il existe aujourd'hui une version un peu allégée pour les TPE et PME de moins de 50 salariés. Et également, ce qui nous intéresse dans ce label, c'est qu'il a un principe de progression. On va le voir ensemble. Hein, c'est un niveau de scoring et donc on peut être labellisé, on va dire, on verra en progression, en confirmé ou au contraire en exemplaire. Et donc, ça permet là aussi à ce que l'entreprise puisse finalement assez rapidement démontrer de son engagement, mais en même temps pouvoir continuer à évoluer. La certification, le label, pardonnez-moi, B Corp, donc lui, il a été créé en 2006. Il est américain, il n'est pas français. Mais les Américains ont été très en avance sur ces principes quand même de RSE, il faut aussi l'avouer. Et il s'appuie sur, lui, un questionnaire qui est en ligne, qui est gratuit en fait pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et il permet voilà, de mesurer à la fois l'impact des opérations et celui de votre modèle d'affaires. C'est quand même en général des entreprises qui sont très avancées, qui vont vraiment aller vers une labellisation entreprise bi-certifiée. Si je continue quand même, je voulais juste rapidement faire un zoom sur le Global Compact, qui est une initiative des Nations Unies et qui vise à inciter les entreprises, les associations, les organisations non gouvernementales du monde entier à adopter des attitudes socialement et écologiquement bien sûr responsables. Le pacte mondial, il propose un cadre en fait d'engagement, bien sûr autour toujours des 10 principes qui sont relatifs, on en a beaucoup parlé, les droits de l'homme, les normes de travail, l'environnement, une fois de plus la lutte contre la corruption. Il trouve sa source dans des textes bien sûr comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'accord. Cette initiative, je vous ai mis pareil les liens, vous les retrouverez. Moi, je vous encourage également, voilà, vous, référents RSE ou futurs référents RSE, à les identifier parce que, en fonction de votre orientation d'aller ou pas vers un label, ce Global Compact, il donne aussi un cadre très intéressant avec des critères et des normes que l'on peut récupérer et qui peuvent une fois de plus aider à développer la démarche en interne. Mais quand même, le GRI, qui est le Global Reporting Initiative, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle les bonnes pratiques mondiales. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Donc, on a un éventail d'impacts économiques, environnementaux, sociaux. Il y a une version, c'est traduit dans toutes les langues. Pareil, je vous ai mis, d'ailleurs, je vous ai mis la version standard French Translation. Comme ça, vous aurez vraiment l'ensemble des données. Ça date de 1997. Donc là, pour le coup, comparé à notre première loi française qui date de 2001, il y avait déjà des bonnes pratiques qui étaient mises en place. Ça a été révisé en 2022 pour certaines pratiques. Et donc, elle a été constituée en fait pour établir une forme de référentiel d'indicateur pour mesurer justement le niveau d'avancement des programmes des entreprises en matière de développement durable. Donc, dedans, vous retrouvez en fait une série de lignes directrices pour rendre compte finalement de la performance, des différents degrés de performance de l'entreprise. Et en France, en fait, le GRI, en fait, il offre aux entreprises qui le souhaitent un outil particulièrement adapté justement à l'établissement de ce fameux rapport RSE que certaines entreprises mettent en place. Donc, ça nous intéressait quand même de faire un zoom, même si ce ne sont pas des labels ou des normes officielles. Malgré tout, d'un côté, on a un cadre, de l'autre, on a des bonnes pratiques qui peuvent aussi aider au développement. Et la norme AFNOR, donc sur le label engagé RSE, s'appuie en effet tout particulièrement dessus. Allez, je reviens bien sûr sur nos 3 labels dont je vous ai parlé. Donc, comme vous le voyez, le label engagé RSE et Lucie 26000, c'est adapté pour les entreprises, les associations, les territoires de toute taille. Par contre, c'est ce que je vous disais, B Corp, malgré tout, je trouve intéressant de vous en parler, mais aujourd'hui, c'est uniquement pour les entreprises qui sont à but lucratif. Hop. Au niveau des référentiels, donc Lucie 26000, comme je vous l'ai dit, il est aligné bien sûr sur l'ISO 26000. On retrouve 7 thématiques, vous les avez à l'écran, la gouvernance, le respect des individus, la qualité de vie au travail, l'éthique des pratiques,
l'engagement pour l'intérêt général, la protection de la nature et les produits et les services responsables. Si on essaye de faire le lien avec nos 7 questions centrales de l'ISO 26000, hein, vous verrez qu'en effet, on est vraiment très raccord par rapport à cette thématique. Ces 7 thématiques, elles se déploient en 78 critères, en fait, eux-mêmes déployés en 480 questions. Voilà. Donc, dans le label Lucie 26000, on va relativement loin hein, dans l'analyse de la pratique et bien sûr dans la mise en œuvre d'une démarche RSE. Au niveau donc du référentiel engagé RSE, donc je vous ai mis là vraiment pour les TAP, PME de moins de 50 salariés, hein, c'est 6 chapitres, 23 critères. Si on est plus de 50 salariés, c'est 8 chapitres exactement, d'accord? Et de mémoire, je crois que c'est 45 critères. Voilà, c'est pour vous donner. Par contre, on va retrouver pareil, hein, la vision RSE et la gouvernance, l'intégration de la RSE et la communication, la performance environnementale, sociale et sociétale, les modes de production et de consommation durable, la performance économique, l'ancrage territorial des parties prenantes et du développement local, et les ressources humaines et les relations de travail. Au niveau du référentiel B Corporation, donc il est basé, donc lui, pas du tout sur ISO 26000, c'est un référentiel propre qui s'appelle l'Impact Assessment, avec 5 thématiques qu'on pourrait appeler un peu finalement des domaines d'impact. En plus, dans ce label-là, ils sont à identifier les impacts des actions menées, en fait, au niveau des collaborateurs, de la gouvernance, de l'environnement, des clients et de la collectivité. En termes de processus de labellisation, si on parle des étapes de labellisation, au niveau donc du label donc Lucie 26000, vous voyez, il y a 5 étapes. Vous avez une formation dite obligatoire de 2 jours qui est dispensée par l'association Lucie 26000 et qui a vocation à former le référent de l'entreprise. Ensuite, vous avez sur leur plateforme une auto-évaluation de votre démarche RSE, donc qui va reprendre l'ensemble des thématiques et des questions centrales. Une évaluation sur site avec une analyse bien sûr de vos preuves. Une prise d'engagement aussi pour développer votre démarche RSE et puis un comité de labellisation qui va là aussi définir, hein, valider l'attribution du label. C'est un label qui est attribué pour 4 ans et vous avez un suivi à 24 mois. D'accord ? Je vous ai mis tout en bas, vous devez voir un petit logo qui apparaît qui s'appelle Lucie Progress. Alors, c'était intéressant juste quand même d'en faire écho dans cette présentation sur la notion de labellisation parce que pour Progress, en fait, c'est une démarche de labellisation transparente, mais je dirais finalement un peu plus simple, voilà, que le label Lucie 26000. Donc, en fonction de la maturité de l'entreprise en matière de RSE, et dans le cas où il y a une volonté à faire reconnaître sa RSE par un label ou une certification, je vous encourage aussi peut-être à démarrer par une première phase qui est effectivement ce label Lucie Progress. Hein. En fait, concrètement, c'est une évaluation qui est sur un format de scoring. C'est évalué sur 1000 points à partir d'un référentiel, hein, toujours pareil autour de l'ISO 26000. Et dès que l'entreprise obtient plus de 300 points, alors le label lui est attribué, et ce pour 2 ans. D'accord ? Donc, c'est une approche un peu plus simple pour une première phase de maturité de sa RSE dans l'entreprise. Ensuite, on a donc bien sûr ce fameux label RSE hein, de ISO, de l'AFNOR. Donc là, on est sur un label qui a une validité de 3 ans avec un suivi à 18 mois, 3 étapes pour ce label. Une évaluation sur site de vos pratiques RSE, donc concrètement un consultant auditeur qui va venir hein, avec l'analyse toujours pareil des preuves et des entretiens avec vos parties prenantes. 2, il y aura un rapport de la performance et des pistes d'évaluation comme un rapport d'audit. Et 3, une obtention de l'un des 4 niveaux de maturité du label. Vous le voyez, c'est ce qui est intéressant dans ce label-là, en fait, hein, dans cette norme-là, c'est qu'en fait, une fois de plus, on peut y aller de manière progressive. Donc, on peut avoir de 1 à 300 points, ce qu'on appelle le label initial. Au-delà de 300 points jusqu'à 500 points, on va pouvoir afficher un niveau de progression. De 500 à 700 points, un label confirmé. Et puis, au-delà de 700 points, un niveau dit exemplaire. Donc là aussi, dans la dynamique de l'entreprise, il peut y avoir un intérêt, pareil, à asseoir sa démarche RSE autour d'une première norme, autour d'un premier label, avec pourquoi pas un premier niveau de progression, et puis
tous les 2 ans ou tous les 3 ans, faire progresser jusqu'à devenir exemplaire. Petite remarque quand même importante sur l'affichage marketing pour le coup du label engagé RSE. Si on n'obtient que l'initial, c'est-à-dire entre 1 à 300 points, on ne peut pas en faire état commercialement. Hein, voilà, c'est important de le signifier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le logo tel que vous le voyez là dans nos supports. On ne peut afficher ça qu'à partir du moment où on est en progression. Je ne vous ai pas mis les étapes de la l'évaluation pour le Bicorp parce qu'on, comme on l'a vu, hein, c'est pour les entreprises à but lucratif. Donc, à moins que je ne me trompe, hein, mais en général, ça concerne peu les offices de tourisme. Et du coup, j'en viens plutôt à la partie coût quand même, parce que je pense que c'est important. Alors, je reste quand même très attentive, hein. Ce sont des approches tarifaires dont je vous parle qui méritent une étude de la part de chaque label parce que ça dépend de plein de paramètres, dont un qui est quand même la taille de l'entreprise, le nombre de salariés, etc. Mais en moyenne générale, c'est ce que vous voyez, hein, la formation donc, qui est obligatoire dans le processus, 26 000, Lucie 26 000, c'est à peu près 990 € par participant et par jour, donc pour effectivement les 2 jours de formation. Ensuite, vous avez 2 audits, et là, on va avoir un montant qui va être entre 6 000 et 15 000 €. Donc, grosso modo, on est déjà presque à 7 000 € pour une démarche en fonction de la taille de l'entreprise. Et ensuite, on a quand même une redevance annuelle, comme vous le voyez, qui est de 0,01% du chiffre d'affaires de l'entreprise ou du budget de fonctionnement de l'association, sachant qu'il y a un minimum qui est de 1 000 € par an pour une entreprise. Et il y a également, bien sûr, un plafond de 12 000 € par an pour une structure qui dégage un CA qui est supérieur à 120 millions d'euros. C'est pour vous donner des ordres de grandeur. Voilà, 120 millions d'euros, bon, on n'y est peut-être pas encore, mais c'est intéressant de le savoir. Et en effet, voilà, si vous êtes intéressé, moi, je vous invite quand même à aller vers le label pour quand même avoir une approche plus réaliste au regard de votre organisation pour avoir un tarif au plus juste. Concernant l'engagé RSO, RSE, il faut compter, ce sont les prix qu'on constate, hein, entre 5 000 et 15 000 € selon les prix constatés et en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, une fois de plus. Et là, pour le coup, il n'y a pas de redevance annuelle. Donc, en fait, on paye, en effet, sur un cycle, comme on l'a vu, de 3 ans, hein, en fait, entre 5 000 et 15 000 € pour l'audit initial et bien sûr, le fameux suivi à 18 mois. Enfin, pour le Bicorp, il est quand même intéressant parce que en fait, c'est un des frais de soumission du dossier parce que tout est présenté sur la base d'un dossier qui sont à 250 €. Et puis ensuite, on a bien sûr une redevance qui, elle, va être annuelle et qui dépend vraiment de, comment dit-on, bien sûr, du chiffre d'affaires, hein, de l'entreprise. Il n'y a pas de coût de renouvellement seulement effectivement cette notion de tarification annuelle. Donc, cette approche budgétaire nous montre aussi, hein, mais ça, je pense que ce sont aussi des choses que vous saviez, voilà, que aller vers un label, hein, une reconnaissance, la RSE, c'est également un investissement, hein, à planifier dans le budget, bien sûr, de vos organisations, sachant, voilà, que le label est une finalité et qu'il est tout à fait possible de développer, de déployer et de mettre en place une démarche en RSE sans aller forcément vers un label. Ce qui va être important, c'est cette fameuse communication, ce fameux dialogue ouvert envers les parties prenantes et montrer de manière très transparente les résultats atteints par l'entreprise au regard de ses enjeux. Ouais. Il est 15h13. On arrive donc à la fin et je suis donc à votre écoute pour les questions au travers de cette présentation. Je vous propose donc, je vais couper le partage d'écran, c'est ça, voilà. C'est ça, hein, Dominique, voilà. C'est ça. Merci Audrey. Voilà. Eh ben, merci beaucoup de cette présentation. On se rend compte, c'est dense, hein, forcément. Alors, voilà, il y a différents degrés de maturité aussi là-dessus dans le réseau. Donc, il y a des choses qui parleront à certains, d'autres qui sont des redites pour d'autres. Mais voilà, ça a permis quand même, je pense, de rebalayer les enjeux, les objectifs et qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des interventions? Alors, peut-être... Elle sourit, c'est Noémie qui est un petit peu pressée, mais c'est l'Office du tourisme quand même qui est le plus avancé sur le sujet dans le réseau. Alors, tu peux peut-être nous partager justement ton témoignage sur le parcours que vous avez déjà traversé, où vous en êtes. Est-ce que vous imaginez une labellisation ou non?
Eh bien, oui, je suis désolée, il va falloir que je vous laisse d'ici quelques minutes. Merci parce que enfin, c'est des éléments que j'avais déjà en tête, mais ça fait du bien des piqûres de rappel. En fait, nous, au départ, on a commencé à mettre en place des actions, mais sans avoir la RSE en tête à ce moment-là. Donc, bah, on a commencé déjà à mettre en place des actions sur tout le côté transition écologique. Donc, avec nous, un bilan carbone qu'on a réalisé pour mettre en place un plan d'action pertinent et adapté, qu'on a co-construit avec les collègues. Mais en fait, tout s'est fait de manière intuitive. On n'avait pas du tout, oui, cette ambition RSE à ce moment-là, puisque ça, c'était en 2022. Après, on a aussi lancé un fonds de dotation en 2021 qui nous a aussi mis dans une posture, voilà, où on était dans l'intérêt général. On allait soutenir des projets d'associations qui œuvraient en fait pour une valorisation responsable du territoire. Donc nous, on était plutôt en phase en fait avec notre stratégie territoriale. Et en fait, bah voilà, tous ces petits projets mis bout à bout nous ont dit à un moment, mais en fait, il va falloir qu'on les structure peut-être et qu'on s'engage peut-être de manière plus structurée dans une démarche RSE. Donc en fait, oui, non, on parle beaucoup de démarche RSE parce qu'on l'appréhende vraiment comme un cheminement qui ne se finira pas, mais en tout cas, voilà, où on fait petit pas par petit pas. Et du coup, c'est que depuis le début de l'année qu'on a acté la mise en place d'une démarche RSE. Donc c'est pour ça qu'on essaye en fait déjà de remailler tous nos projets sous ce chapeau-là, mais qu'on reprend aussi les bases de ce qu'est une démarche RSE, notamment sur le travail des parties prenantes. Donc effectivement, on a cartographié nos parties prenantes, on s'est exercé seul à ce qui est matrice de matérialité, pour lesquelles on a eu pas mal de peine. Donc là, aujourd'hui, on a ressenti le besoin aussi de se faire accompagner. Donc pour le coup, on a notre OPCO qui a pas mal de solutions aussi, qui sont parfois même prises en charge à 100%. Donc n'hésitez pas aussi à regarder dans cette direction-là. Et effectivement, nous, la labellisation, on l'appréhende aujourd'hui, mais effectivement, d'abord dans une logique de structuration de notre démarche. Et après, effectivement, de se dire, ben, le moment où on voudra passer à la labellisation, ce sera presque qu'une formalité. Mais voilà, en fait, tout aura déjà été pensé de manière très carrée. Et aujourd'hui, là où on pêche pas mal, c'est justement dans la communication de ces démarches RSE-là, où on a mis en place beaucoup de choses sur le bien-être des collaborateurs, entre autres, mais où en fait, on a plus de mal à le faire savoir. Donc après, voilà, c'est là où ces labels pourront peut-être nous aider à passer à l'action. Et après, il y a un label aussi dont j'ai entendu parler récemment, c'est Green Destinations, qui a priori vient des Pays-Bas. Et pour l'instant, j'avais aussi de bons retours, mais j'ai pas rencontré de personnes voilà, qui pouvaient me faire une analyse peut-être un peu plus précise. Donc, je ne sais pas. Bien sûr qu'il soit très développé, surtout pour l'instant en France. Oui, il n'y a qu'une destination, qu'un territoire qui est labellisé pour l'instant. Exactement. Il arrive. Lui vraiment, on le voit arriver sur notre territoire, mais pour l'instant, c'est vrai que alors, les Pays-Bas sont quand même très précurseurs hein, sur cette démarche-là. Mais, euh, mais en effet, il sera intéressant de voir ce qu'il va donner effectivement en Mm. France. Voilà. Et voilà, en tout cas, pour nous, on avance petit pas par petit pas. La matrice de matérialité, en effet, est souvent Ah bah problématique. oui, oui. Bah, en fait, on a voulu le faire pour l'entreprise et en fait, on y est revenu en se disant, mais peut-être qu'il faut qu'on prenne le réflexe de faire pour chacun des projets que l'on porte parce qu'en fait, les intérêts des parties prenantes ne sont pas les mêmes selon les projets qu'on développe. Donc, ça nous semblait compliqué de le faire de manière commune pour l'ensemble de l'entreprise. Peut-être qu'on s'y est mal pris, mais Après, il faudra quand même à un moment donné définir justement pour votre communication et pour que ce qu'on va appeler le bon sens s'organise, définir quand même à un moment donné des enjeux prioritaires. oui, Donc, tout à fait. est-ce qu'en effet l'entreprise décidera d'avoir des enjeux prioritaires par typologie de projet ou Ouais. vraiment de manière enjeu prioritaire d'assignation? Ce sera en effet peut-être toute la réflexion à porter, euh, voilà, et qui mérite de rentrer de manière plus pragmatique dans l'organisation de l'entreprise pour le coup. Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'effectivement, tout ce qui touche à la RSA, il faut toujours se dire qu'il y a des grandes trames, mais qu'il faut toujours essayer aussi de se l'adapter à nos structures et ses spécificités, oui.
Voilà. Après, la méthodologie quand même restera quand Oui, même communément un peu toujours la même, avec en effet au cœur quand même les parties prenantes. Aujourd'hui, on peut pas parler RSE, on peut pas parler développement durable en étant centré, je dirais, sur son entreprise. Hein. Ça mm, ne, c'est même l'inverse même de la RSE. on est bien d'accord. Ok. Voilà. Moi, je suis désolée, du coup, je vais devoir vous quitter, mais un grand merci pour ce webinaire. C'était Ben, top. merci Noémie, ton témoignage. Ce que je trouve vraiment intéressant chez vous, c'est que, comme tu le dis, on a l'impression que vous avez fait de la RSE sans vous en rendre compte, quelque part, au début, parce que c'est une vraie déclinaison de vos valeurs Mm, à la base. Et je pense que c'est pour ça aussi, voilà, vous avez cette longueur d'avance aussi, parce que bah, ces valeurs environnementales, de bien-être au travail, de bien-être, du prendre soin, qui est oui, vraiment votre, votre fer de leitmotiv. lance, ouais, ouais. Et bah, correspond tout à fait à ces valeurs-là. Et c'est pour ça aussi que vous êtes arrivé à dérouler jusque-là. Oui, de manière assez naturelle, parce qu'en fait, Oui, on suivait notre stratégie, mais qui effectivement est complètement en écho avec de la RSE de manière générale. Ouais, oui, c'est oui. ça. Mais c'est vrai que comme tu dis, il arrive un moment, bah, il faut structurer si on veut aller plus loin. Ouais. Mm, tout à fait. Notamment vers les labels, ouais. Et après, est-ce qu'il y a un moment d'autres OT du réseau ont envie d'avoir des retours d'expérience peut-être plus terrain, peut-être aussi des erreurs qu'on a pu faire, des pertes de temps et voilà. En tout cas, on est partant. Voilà. Merci, merci. Toujours prêt à partager avec les ben, ça c'est intéressant aussi. À faire grandir le réseau, merci, ouais. Oui, Et merci aussi du rappel de l'aide des OPCO, parce que c'est vrai que dans le webinaire du mois de juin, la vallée de la Dornione s'était fait accompagner par l'AFDAS, donc qui est notre OPCO, et qui avait apporté vraiment un vrai accompagnement et des moyens pour avancer dans ce domaine-là. Et ça, oui, ne le perdez pas de vue si vous avez envie de démarrer quelque chose. Ouais. ouais, tout à fait. Un appui conseil RSE qui est proposé en ce moment, qui est pas mal, ouais. Mm. Ouais. Eh ben, merci. Au revoir. Oui, à Merci bientôt. Noémie, au revoir. Les autres, Audrey, est-ce que tu veux intervenir? Ah, ok, un Elle a petit plus souci de de réseau. Je crois qu'on l'a perdu. Sinon, je sais pas, les Ménouirs, les Carélis, pardon, les Carélis, le Corbier, je voulais dire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, MAPI Menuire Saint-Martin. En fait, nous, on n'a rien développé de façon structurée, mais il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été faites pour tout ce qui concernait le bien-être au travail de façon interne à l'office, avec euh, des formations de différents niveaux pour vraiment apprendre ensemble à être bien. Moi, je suis également représentante du CSE. Donc, avec la direction, on est vraiment à travailler ensemble et quand on propose des choses, eh bien, on va toujours pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Donc, cette partie-là, elle est faite de façon naturelle, sans se poser une question est-ce que c'est lié au RSE ou pas. Tout ce qui est développement durable, on a le label Flocon Vert sur lequel on a au niveau de la commune. Donc, à ce niveau-là, le développement durable, l'environnement est géré de façon très globale et stratégique au niveau de la vallée. Et c'est vrai qu'en fait, on le fait naturellement aussi, sans mettre des noms sur les choses. Ou parfois, quand il y a des labels comme le Flocon Vert, on se met tous ensemble pour avancer et pour réussir à montrer tout ce qu'on fait. Et c'est quand on a été labellisé, on s'est rendu compte qu'on faisait énormément de choses sans se rendre compte que ça en était. Et c'est vraiment là, et on faisait ça juste comme du bon sens, c'est ce qu'on disait avant, hein, c'est vraiment du bon sens, logique, et c'est comme ça que. Et maintenant, on remet des noms dessus. Alors, nous, on n'est pas du tout avancé dans un souhait de démarche de labellisation à l'heure actuelle, parce qu'on a d'autres labels qui sont là à ces niveaux environnementaux ou en interne, où il y a une vraie collaboration entre la direction et tous les services. Donc là, on n'en ressent pas le besoin parce que on est encadré et où ça fonctionne bien. Alors peut-être sans effectivement aller vers la démarche, hein, enfin vers la labellisation, je veux dire, c'est vraiment pas une obligation. Mais comme tu dis, bah, il y a des choses on les fait sans s'en rendre compte. Et que si on s'en rend pas compte, on communique pas non plus dessus.
Voilà, on communique pas du Et, ouais, et donc, c'est peut-être intéressant, justement, envers ces parties prenantes, quand les parties prenantes, ben, c'est à la fois vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, vos sociopros, vos élus, ben, justement, d'avoir cette communication en identifiant ce que vous faites pour vous positionner tout. en termes d'image, en termes d'intégration dans le territoire, en termes d'exemple aussi pour vos parties prenantes. Et je pense que ça a vraiment du sens pour un office de tourisme. Structurer le bon sens, juste. C'est ça. Structurer le Structurer le bon bon sens. sens, c'est joli ça. Voilà. Parce que c'est vrai que la notion du bon sens, en tout cas dans les offices de tourisme, et je dirais quand même depuis après Covid, hein, parce que quand même le Covid a été vraiment un accélérateur, il faut aussi l'avouer, hein, de prise en compte d'une certaine dimension de RSE. Euh, Vous êtes nombreux en fait, de par bon sens, à avoir mis en place un certain nombre d'actions, mais en effet sans y apposer la terminologie, soit adaptée, soit RSE. Donc ça peut quand même être intéressant, mais même pour l'entreprise, parce qu'on ne parle pas forcément que de communication en effet externe, mais aussi même pour les collaborateurs de l'entreprise, de Mais structurer un peu ces notions de bon sens, ça peut toujours être intéressant pour vous. je suis même pas sûre, au niveau de notre office du tourisme, ou peut-être c'est pareil dans les offices du tourisme de montagne, c'est vraiment en fait notre ADN de fonctionner comme ça et d'être dans le bon sens. Il n'y a pas eu quelque chose de très transcendant. Il y a eu beaucoup d'évolutions, certes, mais ce qu'on a, les volontés, c'est vraiment notre façon d'être, peut-être du fait d'être isolé, du collaboratif qui était nécessaire et qui est resté dans notre ADN en fait. Donc, je ne sais pas si au niveau de la montagne, ils peuvent avoir un petit peu cette philosophie-là derrière, mais je pense qu'on l'a quand même aussi de notre lieu et du besoin de fonctionner ensemble et de s'aider. Oui, c'est pas gagné partout en interne quand même, hein. Mm. Ok. Quelqu'un d'autre? Non. Audrey, qu'on a retrouvé. Vous avez bien avancé quand même, vous. Oui, oui. Moi, je suis en train de réfléchir parce que moi, j'ai un peu une double casquette où je suis donc mon intitulé de poste est chargé de projet RSE, mais en fait, en interne à l'office de tourisme, c'est vrai que c'est pas aussi structuré que ça. Par exemple, la matrice de Matériel. matérialité, ouais, je l'ai pas faite, enfin, pas formalisée en tant que telle. Et en fait, notre démarche RSE interne au T, elle se concrétise plus par plein d'actions, comme Noémie d'Aix-les-Bains le disait tout à l'heure. Et, euh, et voilà, et la création de mon poste, mais c'est pas encore très structuré. Et après, j'ai une autre casquette qui est de structurer une démarche de transition à l'échelle du territoire, où là, c'est pareil, on est engagé dans la labellisation Flocon Vert, qui, je trouve, n'est pas que sur le volet environnemental, mais intègre bien plus largement d'autres sujets sociétaux, culturels. Enfin, voilà, ça implique pas mal de choses. Et là, voilà, j'ai une casquette plus au niveau territoire. Mais du coup, le volet vraiment interne au T et les stratégies RSE propres à l'office de tourisme, elles manquent de structuration pour le moment. Mais c'est en cours et pour le coup, moi, j'avais une formation pareil sur la RSE au tout début de ma prise de poste. Et là, ça m'a fait du bien, ce webinaire, de rebalayer l'ensemble, mais avec un peu plus de hauteur et le temps aussi que j'ai eu de m'imprégner de tout ça. Parce que, voilà, ça remet un peu les choses. Enfin, je vois ce que je pourrais faire là pour structurer un peu plus les choses aussi. Voilà. Il y a du boulot. Merci, merci Audrey. Élodie ou Ah, Stéphanie, quelque chose à rajouter ou peut-être pas, je sais pas, comme vous Non, voulez. nous, au Corbier, on est un peu débutant, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose qu'on avait, pour lequel on pensait, en fait, finalement. Et ça s'est fait un petit peu plus sur la partie environnementale, on va dire, avec dans la démarche qualité des critères qui sont arrivés aussi. Donc, en fait, on a commencé à travailler sur cette partie-là, réellement sur le développement durable, mettre en place une charte. Voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de revoir, parce qu'on fait des choses, hein, bien évidemment, mais comme on me dit, hein, je pense un peu tout le monde, on ne le structurait pas. Donc voilà, donc là, c'est en train de se faire et voilà, ça fait un petit peu peur. Voilà, tout ce qui a été dit, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de travail pour structurer tout ça.
Mais voilà, on va essayer de faire petit à petit parce que c'est vraiment un sujet qui est important. Je pense autant pour les équipes ici que pour les partenaires, pour les futurs salariés, parce que c'est aussi quelque chose on a parlé comme quoi d'avoir notre marque, etc. Enfin voilà, d'avoir que l'entreprise est engagée dans le développement durable, etc. C'est quelque chose qui devient important et pour les clients et pour les salariés. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va mettre en place petit à petit, je pense. Oui, de toute façon, vous n'avez pas d'objectif de délai là-dessus. Non, du tout, Donc c'est aussi, ça. vous Donc pouvez vous voilà, tout permettre est aussi. d'avancer à votre rythme. Déjà, avancer, c'est bien, déjà en prendre conscience, déjà. Et voilà, allez-y à votre rythme. Ouais. Et je voulais, Allez-y, Audrey. ouais, je voulais ajouter quelque chose. Moi, j'y pense là, suite à ce que tu disais, Élodie, c'est par rapport à l'imbrication des différentes démarches. Parce que nous, par exemple, donc moi, je suis aussi référente marque qualité tourisme. Je suis référente pour la démarche de labellisation pour Flocon Vert. Et puis en même temps, j'ai cette casquette donc de référente RSE où moi, j'ai conscience de tout ce que ça implique, mais pas forcément tout le monde. Et en fait, c'est vrai que il y a plein de choses qui se recoupent. Et dans la démarche qualité, il y a toute cette notion aussi de former les équipes, d'accompagnement des équipes, de transmission de l'information pour que ce soit fluide. Enfin, en fait, il y a tout ça, ça rentre dans la RSE. Dans Flocon Vert, c'est pareil, il y a toute la démarche environnement, sociale, culturel, patrimoine qui rentre. Et en fait, tout ça, ça s'imbrique. Et en fait, enfin, moi, en l'occurrence, j'ai du mal à, à structurer tout ça en même temps. Enfin, il y a plusieurs outils pour piloter chaque élément. Et c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup de choses, quoi. Alors, on ose espérer que la marque qualité va aller vers la RSE et va avoir des critères RSE. Voilà. Alors là, les réformes sont parfois un petit peu longues avec la DGE, on ne le cache pas. Alors, c'est en Mais cours, hein. on espère. Alors, je vous le dis clairement, c'est en cours puisqu'on est en plein test du volet environnemental RSE de la grille qualité tourisme sur la filière des hébergements. D'accord? Donc, c'est un test, hein. Donc, l'idée, c'est que ça se déploie ensuite, en effet, sur l'ensemble des filières qualité tourisme. Mais ce que Audrey formule, hein, et même quelque part Élodie, je pense que ça aussi, c'est un vrai enjeu de réussite de la démarche de progrès de l'entreprise. C'est d'arriver, en fait, à faire en sorte que l'ensemble des démarches dans lesquelles vous êtes, justement, s'assemblent et non pas se superpositionnent, en fait. Donc, il va y avoir à un moment donné un vrai travail à faire. Et ça, il faut aussi, je pense, hein, que si vous êtes accompagné, il faut le formuler hein, vraiment très clairement pour qu'un même indicateur, un outil de mesure, puisse à la fois permettre d'apporter un résultat, c'est quand même ça aussi un de vos objectifs, hein, sur une action potentiellement qui serait fléchée RSE ou sur une action qui serait plutôt fléchée qualité, parce que finalement, il n'y a aucune contradiction entre l'un et l'autre. Quand je suis dans la qualité, je suis dans ce que j'appelle le volet économique. C'est la performance de l'entreprise, la performance des équipes, quelque part, et la satisfaction d'une de mes parties prenantes qui est le client. Donc, ça va être aussi tout un enjeu, en effet, à un moment donné, d'arriver à associer l'ensemble des démarches et arrêter d'avoir, en fait, un saucissonnage. Même si, hélas, vous aurez toujours un audit Flocon Vert, un audit qualité tourisme, etc., etc. Mais bon, en même temps, s'il n'y avait pas d'audit, ce serait pas rigolo, hein. Donc, et Elodie, moi, je vous encourage dans le PowerPoint, on reprend les cinq points de l'approche méthodologique. Honnêtement, en mettant de côté peut-être l'ISO 26000 et ses principes, en mettant de côté les labels, déjà en structurant, j'identifie mes parties prenantes, je définis mes enjeux prioritaires, j'établis un plan de communication, je forme mes équipes à la RSE. Déjà, positionner ça et le structurer permet, à mon sens, réellement d'engager réellement votre entreprise en matière de RSE et donc vraiment de pouvoir derrière, à terme ou à très long terme, aller pourquoi pas vers une labellisation. Mais l'approche méthodologique, elle est finalement assez simple et elle fait surtout, et Mappy ou Audrey l'ont dit, et tout à l'heure, la responsable RSE de Aix-les-Bains, voilà, l'ont dit, c'est aussi une notion à un moment donné aussi de bon sens. Voilà. Donc, vous l'avez pris par un bout, maintenant il faut essayer de le prendre dans l'autre. J'ai déployé des actions, maintenant je les restructure.
Voilà. Ouais, c'est ça, non, mais j'ai été bien contente de ce webinaire là, d'avoir les méthodologies, j'adore ça. Donc voilà, bien contente, on va pouvoir repartir à plat et suivre tous les conseils que nous avez donnés. Donc merci beaucoup en tout cas. Ok. Stéphanie, le mot de la fin? Oui, bonjour. Alors, déjà, merci pour ce webinaire. C'est vrai que nous, on est aux prémices de la RSE. On réfléchit, parce que notamment, on a notre marque qui est sortie, où c'est une marque où on essaye de prôner un tourisme plus respectueux. Voilà, parce que un territoire avec quand même, il y a un PNR, il y a même deux d'ailleurs sur le territoire. On a deux stations, donc c'est vrai que essayer de concilier tout ça, voilà, ensemble, et puis être complètement raccord aussi avec les valeurs qu'on prône. Donc, et de partir dans cette démarche-là, c'est vrai que ça serait vraiment prouver aussi notre engagement à toutes nos parties prenantes. Voilà, et bon, après, il faut qu'on structure aussi beaucoup des choses. Là, grâce au webinaire, ça permet de se rendre compte qu'on a déjà quelques petits éléments déjà de base. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir la méthodologie et déjà d'y voir un peu plus clair et de voir aussi quelles sont les prochaines étapes à franchir et quelle est la marche à passer également. Mais voilà, nous, on n'a pas d'impératif au niveau du timing non plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel enfin, on souhaite s'orienter et peut-être pas aller, pour l'instant, on ne parle pas encore de labellisation, mais en tout cas, vraiment ancrer cette démarche dans le cœur et dans le process de l'OT. Super. Eh ben, merci. Ben, merci de vos échanges. Merci Audrey. Voilà, on va finir presque à l'heure. Oui, je pense que voilà, on a vraiment la démarche dans sa globalité et ça c'est intéressant. Donc on va vous mettre le PowerPoint à disposition, profitez bien des liens, exploitez tout ça. S'il y en a qui veulent aller plus loin là-dessus, vous pouvez encore vous raccrocher à la formation du 19 et 20 octobre, dans la formation qui se passe à Chambéry, Trajectoire Touriste, c'est piloter la démarche RSE d'une structure touristique. Donc on est vraiment complètement dedans. Et voilà, c'est une formation qui va démarrer, qui a un petit groupe suffisant, mais où il y a encore de la place. Alors, c'est encore le moment de s'inscrire. Et ben, merci beaucoup d'avoir été là pour ce dernier webinaire. Le replay sera bien sûr sur le site. Partagez-le largement avec vos collègues, avec les gens que vous connaissez.